C'est bon, normalement? Oui, on va commencer. De toute façon, c'est une rôle. Moi, je vais parler. Parce que là, tu n'es pas sur la caméra. C'est ça. Fait que ça sera pour le temps. C'est bon, c'est correct. Non, mais il y a un retard. Ça tourne. Ah bah oui, montez là-bas. Je change l'endroit. Bonjour. Oui, bien. Oui, ça. Avant le rouge, l'après-midi, c'est moins pire que le matin. On commence. Bonsoir tout le monde. Il y en a qui c'est leur première fois. C'est bien agréable. Puis il y a des retrouvailles. Jean se découvre que son ancien confrère de séminaire, Denis Hébert, est là. Il ne savait même pas qu'il était à Trois-Rivières. Alors, avant de présenter Jean Proulx, j'ai quelque chose à vous dire de particulier, qui est nouveau. Depuis le début du cercle, en 2008, c'est Yvon Payet qui a payé pratiquement toutes les dépenses d'équipement, de site internet, webmestre, Camélia, tout acheté pratiquement. Il va l'aider un peu. Et puis là, Yvon participe plus au cercle parce qu'il est trop souffrant. Et il va cesser bientôt toute aide financière, puis on n'en a pas d'autres moyens. Fait que pour la première fois, on va demander, quand vous avez le moyen à la pause, là, de fournir votre code-part. Il n'y a pas de montant de fixé à vous donner comme vous voulez. Et puis, je pense pas qu'on revoie Yvon, là, mais enfin, c'est dommage. Pour le numéro de la quinzaine, c'est Denis Hébert qui va le remplacer. Le prochain numéro, ce sera le 22. Et les invitations, on ne sait pas trop comment on va fonctionner. La prochaine invitation pour Guy Béliveau, le 24 novembre, on ne sait pas exactement comment on va fonctionner pour vous inviter. Mais ça va, on va trouver quelqu'un, ça va se régler. Avant que je vais présenter tout de suite Jean Proulx, puis d'habitude, il y a un petit message de Luc Gagnon à propos de notre activité de 2016 d'aide à Médecins sans frontières. Vous avez déjà une feuille. On va présenter Jean. OK. Jean Proulx est un collègue du Cégep de Trois-Rivières, il a enseigné la psychologie 33 ans. Et ensuite, il a été cadre. Et il a pris sa retraite comme il voulait à l'âge qu'il avait prévu. Mais, ce qui est particulier pour ce professeur de psychologie, diplômé en administration, bon, c'est qu'il a aussi fait, ça nous a étonné dans le temps, une thèse de doctorat concernant les émotions. C'est quand même assez rare. Là. Et en puisant surtout dans le domaine anglo-saxon, pour ce qui est de la recherche américaine. Bon, et sa thèse est ici, mais rassurez-vous, il ne la lira pas. Et par contre, il nous a passé, on va réussir à un moment donné à s'acheter de l'équipement de projection, là, tranquillement, avec l'aide des gens. Et pour le moment, ben, on fonctionne avec les photocopies. Jean, professeur de psychologie, administrateur aussi, docteur en philosophie. Et bon, ben, ça termine, et personne très gentille. Et il était très généreux d'enfin accepter mon invitation
qui a été faite il y a longtemps. Et c'est pareil pour Guy Béliveau, le 24 dans 2 semaines. Ça fait des années que je lui demande de venir nous parler, puis il a enfin accepté. Alors, je suis très content. Ça fait cégep, mais c'est des gens intéressants, puis des gens qui sont prêts à nous parler de choses passionnantes. Alors, Luc Gagnon va nous livrer un court message. Alors, comme j'ai déjà dit, j'ai promis aux Médecins sans frontières de parler d'eux parce qu'ils nous demandent de parler d'eux. Mais je veux faire plus que ça. Je veux offrir à un conférencier des Médecins sans frontières un auditoire. Alors là, ils vont eux-mêmes parler d'eux à un auditoire. Et bon, là, j'ai un petit bout, ben, vous avez ça plus en l'essentiel sur le papier que vous avez reçu. Vous savez, les Médecins sans frontières, c'est une ONG, c'est-à-dire un organisme non gouvernemental. Donc, c'est un organisme qui fait en quelque sorte l'aide internationale, mais sans contrôle. Il le fait sans contrôle, mais lui aussi, il faut bien qu'il réussisse. Il ne peut pas aider le monde puis rater ton coup. Alors, pour le réussir, ben, ils finissent par imiter des business. Une business, l'essentiel pour réussir, c'est d'avoir une clientèle stable. Et, ben, les médecins, pas les Médecins sans frontières, les ONG, ils finissent par imiter ça aussi, se donner une clientèle stable. Mais une clientèle stable, c'est des pauvres qui restent pauvres. Alors, ils sont, en quelque sorte, ils ont fini par croire que l'Afrique, elle ne peut pas s'en sortir. Elle va toujours avoir besoin de nous. Donc, on réussit. C'est un petit peu ça qui fait que les Africains ont un certain soupçon, un certain scepticisme à l'égard de l'aide des ONG. Il y a un certain scepticisme. Mais la seule question qui reste, c'est comme les Médecins sans frontières sont une ONG, est-ce qu'ils méritent un scepticisme comme celui des organismes non gouvernementaux ordinaires? Et la réponse, ça va être non, parce que les autres, ils n'ont pas besoin d'une clientèle stable. C'est pas ça qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent, c'est de sauver des vies, puis sauver la santé des gens. Puis ils prennent une mission, ils ont une mission qui dure 5 semaines, avec tant de malades à tel endroit précis, et ils vont, puis c'est ce qu'ils font. Alors, mais il reste que la prochaine fois, je vais vous dire encore un petit mot, la prochaine fois, ça va être mise en question de ce que je viens de dire là. La réponse non. Les Africains ne devraient pas avoir de soupçons pour les Médecins sans frontières. C'est pas si sûr que ça. C'est critiquable, ça aussi. Voilà. On est prêt à commencer? Oui. Okay. Petite précision, est-ce que ça va bien pour le son? Vous m'entendez bien? Oui. Petite précision, Clément, si tu as dû insister pour que je me présente aujourd'hui, c'est la première fois, j'avais déjà accepté, mais j'avais un contretemps, alors j'avais été obligé d'annuler par la suite. Mais ceci dit, là, je suis content d'accepter ton invitation ce soir. Alors, l'émotion que je ressens aujourd'hui à vous adresser la parole est-elle rationnelle? Je vais vous laisser en juger à la fin de mon exposé, mais je vous dirai simplement que ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, de me retrouver devant une tribune, dans le fond, que j'ai chérie depuis, pas depuis, mais durant 33 années, et qui même après quelques années de fréquentation rompue, me séduit encore. Vous comprenez que je suis en train de parler de l'enseignement.
Non pas que j'ai la prétention de vous enseigner quelque chose ce soir, quelque chose de substantiel ce soir, mais évidemment, j'ai plus l'intention de partager avec vous quelques réflexions autour d'un sujet qui, pour moi, représente un intérêt certain. Vous n'êtes pas obligé de partager cet intérêt-là, non pas dans la mesure non plus où moi je le partage, mais bon, comme se plairait probablement à le dire Bernard Landry, de gustibus non est disputandum, je pense, les goûts ne seront pas discutés. Alors voilà. Avant de commencer mon exposé, je vous ai passé un texte, vous l'avez tous. Ce texte-là, normalement, aurait dû être les 5 ou 6 diapositives que je vous aurais passées sur un PowerPoint. Évidemment, ce n'est pas le texte de la conférence comme tel, ce n'est que l'ossature, ça vous permettra de suivre un peu où on est rendu durant la présentation. Et j'attire votre attention peut-être, parce qu'on pourra en parler à la pause dans la période de questions, mais sur la dernière page, je vous ai présenté une courte bibliographie, peut-être une quinzaine de volumes. Je n'ai choisi que des volumes. Évidemment, je n'ai pas choisi des articles parce qu'il y en a tellement, des articles spécialisés, que je n'aurais pas su comment effectivement faire le tri. Et sur les volumes que je vous ai présentés ici, j'attire votre attention sur 3 en particulier. Si vous êtes intéressé à la question vraiment de la rationalité des émotions, 2 incontournables, Ronald de Souza, The Rationality of Emotion, et Elster, Emotion and Rationality. Je pense qu'on ne peut pas réfléchir sur la rationalité des émotions en termes approfondis, j'entends, si on ne va pas jeter un coup d'œil du côté de ces 2 auteurs-là. Mais si ce qui vous intéresse, c'est davantage l'émotion, la structure de l'émotion, tant au plan psychologique qu'au plan philosophique, alors un incontournable, c'est le volume d'Ekman et Davidson, The Nature of Emotion. Vous remarquerez que la plupart des volumes sont de 10 ans et plus. Au niveau des volumes comme tel, il ne s'est pas publié vraiment d'ouvrages significatifs sur les émotions comme telles, sur la rationalité, pardon, des émotions. Par contre, il y a des articles, évidemment, mais j'ai choisi ce soir de ne pas parler d'articles, et vous pouvez, je sais bien, y référer si le sujet vous intéresse. Alors, je voulais juste attirer votre attention sur cette note bibliographique-là. Donc, alors le cœur aurait ses raisons, que la raison ne connaît pas, ajoutait Pascal. Oui, je voudrais vous préciser une chose avant. Il se peut que je lise un peu plus que d'habitude. Habituellement, quand j'enseignais, j'aimais plus parler, mais le sujet est quand même relativement spécifique et parfois on risque de trébucher. Alors, je vais quand même être un peu fidèle à mon texte, quitte à ce qu'on échange par la suite en termes de période de questions, tout ça. Donc, j'en ai fait, le cœur aurait ses raisons que la raison ne connaît pas, ajoutait Pascal. Pour discuter de ce sujet, au demeurant assez complexe, puisque j'y ai consacré pratiquement cette année de mes études, je vais procéder en 4 étapes ou 4 temps principaux. Vous avez ça sur la feuille, le petit feuillet que je vous ai passé, c'est la première page. Alors d'abord, un exercice de clarification, tout au moins descriptive, sinon conceptuelle, s'impose autour des termes émotion et raison, ne serait-ce évidemment que pour rendre mon exposé un peu plus intelligible. Deuxièmement, je vais essayer de démontrer sous quelles conditions il est effectivement possible d'attribuer aux émotions un caractère de rationalité, contrairement à ce que laisse souvent croire le langage ordinaire à ce sujet. Troisièmement, je vais tenter de faire ressortir l'utilité et la pertinence d'une telle réflexion dans la vie courante, là où, comme vous le savez, les nuances ne sont pas toujours au rendez-vous, beaucoup s'en faut. Et enfin, je vous passerai le témoin en vous avisant à l'avance que devant la pertinence de vos questions et commentaires, qui seront bienvenus, bien sûr, il se peut que je pratique l'esquive dans mes réponses, ou encore qu'ému par la qualité de votre contribution, je m'incline avec modestie devant la rationalité de vos propos. Alors voilà donc pour la petite introduction. Maintenant, donc, première partie, émotion et rationalité, clarification. Les émotions d'abord. Les émotions comme objet d'étude constituent, à n'en pas douter, un champ de grande complexité, voire un véritable champ de mine. Nombre d'auteurs l'ont reconnu d'emblée, et ce, tant en psychologie qu'en philosophie.
En psychologie, on peut penser par exemple à Lazarus, Plutchik et Davidson qui ont commis des œuvres importantes à ce sujet. Et en philosophie, on peut penser à Rorty, Solomon, Greenspan, de Souza et autres. Par ailleurs, dans la traduction, Denis, tu m'as influencé, on parlait de traduction tantôt. Alors, dans la tradition philosophique, par ailleurs, ce sont davantage les termes d'affect, de passion et de sentiment qui ont été retenus pour rendre compte de la vie affective, davantage que les émotions. Quand je parle de la tradition philosophique ici, je me réfère principalement à Platon, Aristote, Sénèque, Descartes, Hume, Spinoza et Kant. En fait, il faudra attendre la fin du 19e siècle, oui, avec William James, pour voir l'usage du terme émotion se généraliser, et ce, tant en psychologie qu'en philosophie. Et quand on ajoute à ces termes de passion, de sentiment, d'affect, quand on ajoute le terme humeur, qu'on utilise ponctuellement aussi, bien, tout est en place pour une bonne querelle de mots. Une querelle de mots que je n'ai toutefois pas l'intention de régler avec vous ce soir. Toutefois, pour une compréhension commune du terme émotion, et ce, en accord avec un assez large consensus en philosophie sur le sujet, j'attribuerai aux émotions dans mon exposé 4 caractéristiques principales. Première caractéristique, les émotions sont des états intentionnels. Je pense que plusieurs d'entre vous sont probablement un peu familiers avec le terme intentionnel, mais en philosophie de l'esprit, quand on parle de l'intentionnalité d'états mentaux, évidemment qu'on n'en parle pas en termes téléologiques, c'est-à-dire l'intentionnalité ici ne doit pas être comprise dans le sens d'une intention d'agir, d'un objectif ou d'un but. Quand on parle des émotions comme des états intentionnels, on en parle non pas dans le sens de finalité, mais dans le sens d'être à propos de quelque chose, à propos d'un objet ou d'un état du monde. Je ne peux pas, par exemple, être ému de colère ou d'envie pour rien, ou à propos de rien. Il me faut un objet. Objet au sens générique, bien sûr, parce que les objets intentionnels peuvent être des objets matériels, peuvent être des états de fait, peuvent être des états de choses, peuvent être des événements, etc. Bref, peut-être un terme général, peuvent être des états du monde, au fond. Alors, en ce sens, dans le sens d'émotions comme état intentionnel, les émotions sont constituées de cognition, c'est-à-dire non seulement de sensations et de perceptions, mais aussi de connaissances, de croyances, de jugements et de désirs versus un état du monde. Deuxième caractéristique, les émotions sont des états conscients. Les émotions doivent être ressenties consciemment sous une forme plus ou moins définie, bien sûr, par exemple flotter de joie, rougir de honte, bouillir de colère, mais il ne fait pas sens de prétendre être ému sans le ressentir. Au mieux, dans des situations limites où l'urgence d'agir est forte, on doit pouvoir repérer l'émotion si on arrête l'action ou à la fin de l'action. Par exemple, si je suis pompier et que je suis en train de faire un sauvetage, une opération sauvetage, je suis en train de sauver un enfant dans un lieu qui est en incendie, il se peut que je ne sois pas conscient de ma peur de mourir. L'adrénaline étant forte, je suis mobilisé par l'opération sauvetage. Sauf que si on arrête l'action en cours, l'action sauvetage, et qu'on me dit « l'enfant est sauvé », alors normalement je devrais prendre contact tout de suite avec mon émotion « peur de mourir ». Troisième caractéristique, les émotions sont des états à qualité hédonique. Les émotions ont un caractère agréable ou désagréable. Il n'y a pas d'émotion dans l'indifférence. Elles se traduisent sous différents modes, par exemple plaisant, déplaisant, joie, tristesse, attractif, répulsif, amour, haine, ou encore approbateur, désapprobateur, fierté, honte. En fait, les émotions sortent l'individu de la neutralité. Quatrième et dernière caractéristique, les émotions sont des états occurrents et non dispositionnels. Bien sûr, l'être humain a des dispositions à ressentir des émotions, mais les émotions par elles-mêmes ne sont pas des dispositions. Ce sont des états occurrents au sens où elles sont causées et ont un caractère épisodique ou événementiel. Elles sont repérables dans le temps, entre autres du fait qu'elles adviennent à un temps T1 et disparaissent à un temps T2. Si par exemple je vous dis que je suis un homme fier et heureux dans la vie, je ne vous communique pas une émotion.
Mais si je vous dis que je suis un homme fier et heureux d'avoir joué une partie parfaite au quai il y a de cela une demi-heure, alors oui, je vous communique de la fierté et je vous communique ma joie aussi. Soit dit en passant, petite réserve, je ne pratique pas les amours. Alors voilà, à partir de ces quelques caractéristiques, je pense qu'on est mieux en mesure de comprendre le sens accordé aux émotions dans notre exposé. Et par conséquent, de rendre possible l'analyse des conditions de rationalité attribuables aux émotions. Parce qu'en l'absence de telles caractéristiques, vous pouvez tout de suite vous lever et quitter la salle. Les émotions deviennent alors une sorte de tonus primitif, plus ou moins diffus, plus ou moins indéfini, somme toute inaccessible à soi et à autrui, faute d'un environnement et d'un langage qui permettent de leur donner sens et d'en faire une analyse partagée. Deuxième clarification, le terme de rationalité. Je n'apprendrai rien à personne en mentionnant que la raison, à la fois comme méthode et comme objet d'étude, est au cœur même de la préoccupation philosophique. Et bien que la discussion à ce sujet soit de tout âge, on peut néanmoins relever là aussi un certain nombre de modèles de rationalité qui reçoivent l'assentiment général en philosophie. Mais avant de vous présenter ces 4 courts modèles de rationalité qui font l'objet d'un certain consensus, petite précision ici, notez que nous utilisons le terme rationalité plutôt que le terme logique. Parce que même si ces deux expressions s'abreuvent l'une de l'autre, elles ne sont pas identiques ou équivalentes. Alors que la logique énonce des lois sur la façon correcte de penser, eu égard à une quête de vérité, la rationalité, elle, s'exprime par un mode de pensée qui intègre non seulement des lois logiques, mais l'expérience humaine, dans laquelle l'expérience humaine peut s'exercer une certaine logique. Par exemple, d'un point de vue logique, je pourrais vous faire la démonstration que vous ne pourrez jamais sortir de la salle ce soir. Parce que pour sortir de la salle ici ce soir, vous devrez franchir la moitié de la distance qui vous sépare de la porte. Et pour franchir cette moitié, vous allez devoir en franchir le quart. Et après ça, le 8e, et ainsi de suite, de façon infinie. Donc, vous ne sortirez jamais. D'un point de vue logique. Pourtant, la rationalité ou l'expérience nous montre que rationnellement, vous allez sortir d'ici. Or, comme le vécu émotionnel est éminemment une expérience humaine qui ne peut se réduire à une logique pure, la rationalité à l'égard des émotions est un concept plus approprié que la logique. Par exemple, en appliquant cela aux émotions, d'un point de vue logique, si je dis A éprouve du dégoût pour la pédophilie et B est pédophile, logiquement A éprouve du dégoût pour B. Mais ça, c'est logiquement parlant. Mais si B est le fils de A, il est rationnel de penser que A n'éprouvera pas nécessairement du dégoût, ou enfin, s'il en éprouve, son dégoût sera fortement nuancé ou teinté au point de peut-être même être une autre émotion. Alors, revenons maintenant, c'est une précision que je voulais faire entre les termes de logique et de rationalité pour être bien sûr qu'on parle de la même chose. Alors, revenons maintenant aux principaux modèles de rationalité qui reçoivent un certain accord en philosophie. Je vais m'inspirer surtout de Folesdal pour cette partie-là. Alors, le premier modèle de rationalité qu'on peut envisager, c'est la rationalité relative au bien fondé des croyances et des désirs qui alimentent les comportements et, dans notre cas ici, les émotions. Pour que de tels états mentaux soient rationnellement fondés, je parle des croyances et des désirs, ils doivent répondre à 2 critères. Ils doivent être vrais ou vraisemblables, dans le sens d'être plausibles. Et ils doivent aussi reposer, ce qu'on a appelé le critère d'évidence, ils doivent reposer sur une certaine évidence au sens de pouvoir être soutenus par des faits. Je ne dis pas qu'une croyance doit être soutenue par des faits. Je dis qu'une croyance, pour être rationnelle, doit pouvoir être soutenue par des faits. Par exemple, croire que le numéro 13 porte malheur n'est pas une croyance rationnelle prima facie, à moins qu'on soit capable de démontrer qu'il y a des faits qui puissent nous amener à penser de cette façon. De la même façon, désirer le mal sans raison ou désirer ce que l'on a déjà, comme par exemple quelqu'un qui désirait être aimé alors qu'il l'est déjà, genre de névrose un peu obsessionnelle, ce n'est pas un désir rationnel non plus. Je dis cela, mais dans le cas des désirs, on n'ira pas trop loin parce que le cas des désirs est beaucoup plus complexe que le cas des croyances en philosophie. En termes de rationalité, par exemple, on peut avoir des désirs à court terme qui contredisent des désirs à long terme,
On peut avoir des désirs de premier degré et des désirs de second degré. Par exemple, on peut désirer, ce qui implique ne pas désirer ce que l'on désire désirer, ou on peut désirer, ne pas désirer, ce qui implique désirer ce que l'on désire ne pas désirer. Alors vous voyez que quand on commence à entrer là-dedans, on peut, sinon se perdre, à tout le moins se retrouver dans un labyrinthe. Deuxième façon d'envisager la rationalité, c'est d'envisager la rationalité relativement à la consistance des croyances et des désirs qui sont mis en cause dans une situation donnée. Pour un même état du monde, des croyances et des désirs rationnels ne doivent pas se contredire. Par exemple, Marie croit qu'en amour, les sportifs n'amènent que du malheur par leur infidélité. Quand elle apprend que sa fille va marier un sportif, elle saute de joie, croyant qu'enfin sa fille va être heureuse. Il y a ici une contradiction entre les deux croyances, et la dernière croyance ne devrait pas, en fonction du standard de consistance, ne devrait pas être jugée rationnelle. Au niveau du désir, je ne peux pas désirer obtenir l'emploi recherché mardi, puis désirer être congédié mercredi pour la seule raison que c'est mercredi. Tout état du monde étant demeuré constant par ailleurs. Ce serait là un désir irrationnel. Troisième façon d'envisager la rationalité, c'est la rationalité relative à l'équilibre des jugements de valeur ou des attitudes évaluatives mises en cause dans une situation. Ici, les jugements de valeur doivent être distingués en termes de rationalité des croyances et des désirs. La rationalité, alors que les croyances trouvent en partie leur rationalité dans le rapport à l'évidence, c'est-à-dire vérité ou plausibilité des faits, comme j'ai parlé tantôt, qu'en est-il des valeurs ou des jugements de valeur qui échappent, eux, aux critères d'évidence? Il ne peut en effet être ni vrai ni faux que l'infidélité conjugale est condamnable et que la politesse est souhaitable. Pour juger d'une éventuelle rationalité des jugements de valeur, nous nous référons à Goodman et Rawls qui invoquent la notion bien connue d'équilibre réfléchi, que l'on peut attribuer, c'est par la notion d'équilibre réfléchi qu'on peut attribuer un caractère de rationalité au jugement de valeur. Ce principe d'équilibre réfléchi veut que les règles qui guident les conduites ou les jugements d'un individu soient en équilibre avec ce que font ou pensent couramment les autres individus sur ces conduites ou jugements dans un milieu donné. Si, par exemple, je fais partie d'une société où prévaut le respect de la vie animale et que je souscris à cette règle, il serait irrationnel de suspendre mon chat sur une corde à linge et de n'y voir là rien de répréhensible. Donc, dit autrement, si mon attitude ou mon jugement de valeur va à l'encontre de règles ou de principes couramment admis par la société, y compris par moi, alors ce jugement peut être considéré comme irrationnel. Et dernière façon d'envisager la rationalité, c'est de mettre la rationalité en relation avec la décision ou l'action. À date, on a parlé de la rationalité en fonction des croyances, des désirs, des jugements, mais on peut poser la question de la rationalité par rapport aux actions aussi. Je me réfère surtout ici au modèle de von Neumann et Morgenstern. Ce modèle énonce que devant une série d'actions ou de décisions possibles, l'individu rationnel examine les différentes options disponibles. Mais comme les options disponibles se présentent pratiquement à l'infini, si j'exagère un peu, comme il ne peut faire un examen complet de toutes les options, l'individu se limite aux options accessibles et retient celles qui, à ses yeux, présentent la plus grande utilité espérée, compte tenu de la situation, compte tenu de ses préférences ou désirs, compte tenu des croyances ou des chances qu'il estime de parvenir à cette utilité espérée-là. C'est ce qu'on appelle, en théorie de la décision et de l'action, le modèle de maximisation de l'utilité espérée. Par exemple, si au travail, j'apprends qu'une collègue parle dans mon dos et que cela me fâche, il est probable que ma colère soulève chez moi diverses possibilités d'action. Faire de même, parler dans son dos, le frapper, lui exposer vertement ma colère, lui exposer calmement ma colère, le piéger dans une situation embarrassante, feindre l'indifférence, essayer de me revaloriser à ses yeux, aller prendre l'air à chaque commentaire. Autant d'options d'action qui sont devant moi, suite à ce fait-là qu'une personne parle dans mon dos et que ça suscite la colère chez moi.
L'individu rationnel, selon ce modèle-là, va sous-peser les options en fonction de la situation de ses désirs, préférences, etc. Et il va retenir la solution ou l'attitude à prendre ou le comportement adopté qui va maximiser l'utilité espérée pour lui. Évidemment, dans la réalité, les individus enfreignent souvent ce modèle de rationalité. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'ils l'adoptent comme norme, de sorte qu'ils vont corriger le tir quand ils vont s'apercevoir qu'ils sont en infraction par rapport à cette façon rationnelle de procéder quant aux actions. Permettez. Alors voilà donc pour la première partie, clarification autour des notions d'émotion et de rationalité. Deuxième partie, donc, les conditions d'attribution de rationalité aux émotions. Vous avez ça après la clarification, c'est la page 3, je prends la page 1 dans votre document, est-ce possible? Ah, c'est tout ça? Non, vous allez, ouais, c'est ça. Alors, allez à conditions d'attribution de rationalité aux émotions, tout simplement. Pour parler avec intelligibilité de rationalité des émotions, un certain nombre de conditions s'imposent. J'en développerai 4 principales. Cette partie-là demande peut-être un petit peu plus de concentration. Donc, pardon. Première condition, pour parler de rationalité des émotions, il faut accepter que les émotions mettent principalement en cause des croyances. Croyance au sens, est-ce que cette notion-là est claire pour vous? La notion de croyance a un sens assez extensif en philosophie de l'esprit. Une croyance est une adhésion de sens à un énoncé. C'est pas nécessairement, comment dire, on peut associer les croyances aussi à des connaissances, à des cognitions, toujours en termes de philosophie de l'esprit. Donc, la première condition, il faut accepter que les émotions mettent principalement en cause des croyances, entre parenthèses, connaissances aussi, des désirs et des jugements évaluatifs. Cette condition réfère au caractère intentionnel des émotions que nous avons évoqué brièvement plus tôt. Il est impossible d'attribuer aux émotions un caractère rationnel si on limite celles-ci à de simples sensations proprioceptives ou interoceptives. À l'opposé, si l'on convient que l'émotion met en cause des croyances, des désirs et des jugements évaluatifs, alors de tels états mentaux, les cognitions, peuvent être examinés sous l'angle de la rationalité. Or, il est de plus en plus accepté en philosophie que les émotions mettent en cause de tels états mentaux. Je me réfère en particulier ici à Lyons, de Souza, Elster et Gordon, parmi tant beaucoup d'autres. En effet, pour la très grande majorité des émotions, sinon toutes, il est possible de leur associer une combinaison croyance-désir qui soit intelligible. Par exemple, pour la joie, je crois que ma belle-mère ne viendra pas souper et je désire qu'elle reste chez elle. Donc, je crois que cette femme-là m'aime et je désire qu'elle m'aime. On peut penser que cette combinaison-là peut nous mener vers la joie. Pour la tristesse, je crois que ma belle-mère viendra souper et je désire qu'elle reste chez elle. Je crois qu'il pleut et je désire qu'il fasse beau. Pour la tristesse. Pour la colère, je crois qu'il m'a insulté et je désire qu'il me respecte. Je crois que Harper a perdu et je désire qu'Harper gagne. Pour le regret, je crois que je l'ai blessé et je désire ne pas le blesser. Je crois que j'ai mal agi, je désire bien agir. Pour la fierté, je crois que ce sont mes efforts qui ont porté fruit, je désire être le responsable de mes succès. Et on peut continuer ainsi à décliner une ou des combinaisons possibles croyances-désirs pour l'ensemble des émotions. Au demeurant, plusieurs auteurs, dont en particulier Marx, Elster et Roberts, ont proposé que pour toute émotion, on doit supposer minimalement chez l'individu, premièrement, une croyance que son intérêt personnel est en jeu, au sens d'être ou renforcé, ou menacé, ou préservé dans une situation donnée. Et deuxièmement, un désir de renforcer ou de préserver cet intérêt, pour toute émotion. Par intérêt personnel, on doit entendre ici ce qui importe pour l'individu,
en fonction de ses buts, de ses valeurs, de ses croyances ou de ses intentions d'agir, et non pas évidemment ce qu'une situation lui rapporte tout simplement. Par exemple, si je saute de joie à l'idée que ma fille a obtenu un emploi, c'est d'abord parce que c'est ma fille, parce que son bonheur m'importe, parce que je crois qu'elle le mérite. Il est difficile d'imaginer que je sauterais de joie parce que je viens d'apprendre qu'une Australienne que je ne connais pas vient d'obtenir un emploi. Cette croyance générale et ce désir général orienté vers la sauvegarde de l'intérêt personnel ouvrent à eux seuls une fenêtre pour l'attribution possible de rationalité aux émotions. Ce qui nous amène à une deuxième condition d'attribution de rationalité aux émotions. Pour attribuer de la rationalité aux émotions, il faut accepter l'idée que dès lors qu'une émotion peut être jugée appropriée à l'évaluation que fait un individu d'une situation, on peut légitimement y voir là un signe de rationalité, minimale certes, mais rationalité tout de même. Cette attention portée au caractère approprié de l'émotion en fonction du jugement évaluatif de l'individu, sur une situation donnée bien sûr, peut être relevée chez plusieurs auteurs, dont en particulier Greenspan, Elster, Lazarus et Ekman. On dira d'une émotion qu'elle revêt un caractère approprié si elle correspond en termes de cohérence au jugement évaluatif que fait l'individu d'un état du monde en fonction de son intérêt personnel. Par exemple, si vraiment je crois avoir insulté ma conjointe en oubliant de lui offrir le souper, il est approprié que j'en éprouve du regret, voire de la honte, même si ma conjointe m'assure ne pas s'en être offusquée. D'aucuns, comme Greenspan et Elster, suggèrent que ce caractère approprié de l'émotion suffit à lui conférer un caractère de rationalité. Peut-être, mais avouons toutefois à l'appui d'autres auteurs tels de Sousa et Gordon que c'est là une rationalité plutôt faible. Pour statuer sur le caractère rationnel des émotions, je pense qu'il faut être plus exigeant. Ce qui nous amène à une troisième condition d'attribution de rationalité aux émotions. Une discussion féconde sur la rationalité des émotions demande qu'on considère celle-ci sous l'angle d'un processus dynamique, plutôt que comme des états que l'on chercherait à instancier en dehors de leurs causes et de leurs effets. Une longue discussion s'est tenue en philosophie, discussion qui s'est tenue en particulier entre Stodd, Audi, Aquila et Thalberg. Une longue discussion donc s'est tenue en philosophie à savoir si les croyances, les désirs et les jugements mis en cause par les émotions sont des constituants mêmes de l'émotion ou s'ils en sont des causes. Par exemple, le fait de croire que mon voisin me vole, le désir que j'ai de ne pas être volé et le fait que je juge ce geste répréhensible font-ils partie de mon émotion colère ou en sont-ils la cause? De la même façon, on a aussi discuté, notamment chez Kenny et chez Ryle, de la question à savoir si les gestes et les actions que je pose sous le coup de l'émotion, est-ce que ces gestes et actions font partie de l'émotion elle-même ou s'ils en sont une ou des conséquences? Par exemple, quand sous le coup de la colère, je raccroche le téléphone à une offre de croisière, ce geste fait-il partie de mon émotion ou s'il en est plutôt l'effet? Dans les deux cas que je viens d'évoquer, les conclusions décisives se font attendre. C'est pour ça d'ailleurs que la discussion est très longue. Il est toutefois certain que si l'on devait chercher à distinguer l'émotion de ses causes et de ses effets, la discussion sur la rationalité des émotions serait par le fait même terminée, et ce, en excluant toute possibilité de rationalité. Quoi dire, en effet, d'une émotion percée, d'une émotion par elle-même, d'une émotion privée de ses causes, croyances et désirs, et de ses effets, expressions et comportements? L'émotion ne serait alors qu'une pure sensation? Mais si c'est le cas, qu'est-ce qui distingue dans les deux cas les battements cardiaques accélérés de celui qui souffre d'arythmie et ceux de celui qui a peur? Qu'est-ce qui distingue une chaleur humide d'été d'une chaleur honteuse? Qu'est-ce qui distingue un frisson d'amour d'un frisson de peur? Réduire les émotions à de pures sensations fait beaucoup plus stagner la discussion qu'il ne la fait avancer. Dans un tel contexte, il apparaît beaucoup plus pertinent d'envisager, de concert avec Frege et Lyons notamment,
d'envisager les émotions comme un processus dynamique avec ses tenants et aboutissants. Et ce n'est pas juste un positionnement théorique. Une telle conception se trouve généralement confirmée aussi dans la façon dont les individus rapportent leurs expériences émotionnelles. Quand un individu va vous parler de sa peur, il ne vous dira pas tout simplement « j'ai peur ». Et ça finit là. Un individu qui va vous parler de sa peur va vous dire « je marchais seul dans la forêt. Soudain, j'ai entendu un lourd craquement. J'ai vu un gros animal bouger. J'ai cru que c'était un ours. Je désirais ne pas me faire attaquer. Alors je me suis mis à courir de peur qu'il me voie ou m'attaque. » L'individu vient de vous parler de son émotion en termes de processus. Alors c'est cette conception-là qu'il faut avancer en troisième condition de rationalité. Bien sûr, dans l'exemple que je vous ai donné, bien sûr, au moment de la peur, l'individu n'est pas conscient de l'aspect processus de son émotion, mais il est conscient de son émotion. Tout comme le golfeur dans son élan. Le golfeur, dans son élan, est conscient de son mouvement, sans être conscient de tout ce qui constitue son élan. Après son coup, toutefois, il peut rendre compte généralement assez en détail de son élan. S'il faut donc chercher de la rationalité dans les émotions, il faut faire porter l'examen sur ce qui se produit davantage que sur ce qui est. Partant de là, la question ne sera plus de savoir si l'émotion en elle-même peut être rationnelle, mais plutôt de savoir où, dans le processus émotionnel, des signes de rationalité peuvent être observés. Dans les termes de March, on parlerait ici d'une rationalité procédurale. En souscrivant à une telle approche, nous en arrivons à établir une quatrième et dernière condition d'attribution possible de rationalité aux émotions. Si l'on considère l'émotion d'abord comme un processus psychodynamique d'ordre affectif, il faut alors distinguer les différents lieux possibles de rationalité à l'intérieur de ce processus, ce qui suppose que la rationalité attribuable aux émotions n'est pas univoque. Pour ce faire, nous distinguerons principalement entre deux formes ou deux lieux possibles de rationalité attribuable aux émotions en tant que processus. La rationalité en amont et la rationalité en aval. Je vous référerai ici à la diapositive qui indique dans le texte que je vous ai passé, le feuillet, l'émotion conçue comme processus émotionnel. Vous voyez qu'en amont, on a le jeu des croyances, désirs et jugements, c'est sur quoi je vais dire quelques mots. En aval, on a les expressions et les actions. Soit dit en passant, pour les expressions, on peut régler ça vite. Là. Il est clair que les expressions faciales ne peuvent pas prétendre à l'attribution de rationalité. Ce sont plus les actions qui pourront prétendre à une éventuelle rationalité. Et vous voyez que les lignes verticales sont pointillées, elles ne sont pas étanches. Tout ça pour dire que le « E » dans le centre, qui serait peut-être quelque chose comme une sensation quelconque, mais rappelons que l'émotion, il faut la voir comme étant tout le processus. Le « E » dans le centre pénètre en amont et pénètre en aval aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas fait des lignes verticales pleines, si vous voulez. Donc, si on conçoit l'émotion en tant que processus émotionnel, et c'est une des conditions pour pouvoir parler de rationalité, examinons ce qu'il en est d'abord de la rationalité en amont. Pardon, je vais juste... Examiner la rationalité du processus émotionnel en amont revient à placer le focus dans l'analyse sur la rationalité des croyances, des désirs et des jugements sur lesquels s'appuie ce processus dans la situation en cause. Pour les croyances et désirs, on l'a évoqué brièvement tantôt, pour les croyances et désirs, il faudra que ceux-ci soient rationnellement fondés au sens de correspondre aux standards d'évidence, c'est-à-dire vérité ou plausibilité des faits. Il faudra aussi qu'ils soient consistants au sens de ne pas se contredire de façon flagrante. Par exemple, la fierté personnelle que j'éprouve dans la victoire doit, pour être marquée de rationalité, être désirée d'abord, puis reposer sur la croyance que je suis au moins en partie responsable de cette victoire.
Elle ne doit par ailleurs pas impliquer une croyance contraire, par exemple que c'est l'arbitre qui m'a fait gagner, ou encore un désir contraire, à savoir que je désire que mon instructeur me laisse sur le banc durant tout le match. Pour les jugements évaluatifs qui se présentent en amont du processus émotionnel, ceux-ci doivent être en équilibre avec les normes, règles ou valeurs qui prévalent chez l'individu et dans son milieu, comme je l'ai évoqué tantôt. Par exemple, si je considère inacceptable de tromper la confiance de quelqu'un et qu'en principe, la norme prévalant en cette matière dans la société est la même, la honte que j'en éprouverai, si j'ai trompé bien sûr la confiance, la honte que j'en éprouverai peut être qualifiée de rationnelle parce que le jugement qui prévaut dans cette émotion présente un équilibre entre mes valeurs et celles existantes dans mon milieu. Il serait irrationnel d'éprouver de la honte dans une telle situation si je considère que tromper la confiance de quelqu'un est une vertu, alors qu'en même temps, je souscris aux normes sociales voulant que la tromperie soit indésirable en société. On voit ici qu'en amont du processus émotionnel, l'attribution de rationalité à ce même processus passe par une analyse de justification rationnelle qui met en scène le bien fondé des désirs, des croyances et des jugements de l'individu en fonction de son intérêt personnel. Deuxième lieu maintenant de rationalité, la rationalité en aval. Comme la grande majorité des auteurs en psychologie et en philosophie conviennent que l'émotion comporte une tendance à l'action, il devient alors judicieux de se demander si les actions commises par l'individu en aval du processus émotionnel peuvent conférer à celui-ci un caractère de rationalité. Ça l'est d'autant plus que traditionnellement, les actions accomplies sous le coup de l'émotion ont souvent été vues comme irrationnelles parce que justement l'émotion en cause inhibait toute délibération rationnelle. Cela n'est pas si sûr. Le sujet en cause ici dans le processus émotionnel est de savoir quand ou à quelles conditions une émotion peut justifier rationnellement une action. En m'inspirant un peu des considérations de Hollis et Berwood sur cette question, j'avancerai ici deux conditions permettant à une émotion de justifier rationnellement une action. Première condition, la justification invoquée par l'individu, donc son émotion comme raison d'une action, la justification invoquée par l'individu doit être jugée plausible par autrui dans une communication réussie. Cette condition, pas très exigeante peut-être, est assez simple à comprendre et nous rappelle un peu les propos de Cherniak sur la rationalité minimale, comme quoi toute communication humaine réussie suppose un minimum de rationalité chez ses agents. Par exemple, si j'éprouve de la joie pour avoir retrouvé Fido et qu'à la suite je cours, première action, l'annoncer à tous, deuxième action, en n'oubliant pas de lui acheter un os au retour, troisième action, on peut juger plausible que mon émotion joie puisse justifier rationnellement ces trois actions dans une communication réussie. On peut juger plausible cette raison, l'émotion comme raison, parce que les trois actions ont pour effet de me maintenir en contact avec mon émotion joie. Mais si à la suite d'avoir retrouvé Fido et d'en éprouver de la joie, j'attache mon soulier, première action, je lis une recette de cuisine, deuxième action, et je change mes pneus, troisième action, il apparaît peu plausible que je puisse justifier ces trois actions par mon émotion joie dans une communication réussie toujours, parce que ces trois actions risquent davantage d'orienter mes pensées ailleurs qu'autour de mon émotion joie que j'ai rationnellement intérêt à entretenir si je veux m'en servir pour justifier mes actions. La deuxième condition pour que l'émotion puisse servir de raison à une action, donc la justifier rationnellement. La seconde condition permettant à une émotion de justifier rationnellement une action réfère à la notion de valence positive ou négative. Quand j'utilise le terme valence ici, c'est différent du terme valeur. Le terme valeur a une portée très large en philosophie et en psychologie. Le terme valence a une portée plus restrictive. Quand on parle d'une valence positive ou négative qu'un individu attribue à une émotion ou à une situation,
c'est le degré d'attractivité ou de répulsion. Valence positive, degré d'attractivité. Valence négative, degré de répulsivité ou de répulsion qu'un individu accorde à la situation et par extension à l'émotion. Donc, je reprends ma phrase. La seconde condition permettant à une émotion de justifier rationnellement une action réfère à la notion de valence positive ou négative qu'un individu accorde à son émotion et à la situation qui la déclenche en fonction de son intérêt personnel. Dit autrement, les émotions peuvent justifier rationnellement une action parce qu'elles comportent une valence positive ou négative qui est tributaire de l'évaluation que fait l'individu de la façon dont son intérêt personnel se trouve renforcé ou menacé dans une situation donnée. Ainsi, j'aurai un exemple, parce que ça paraît peut-être un petit peu, ça exige peut-être un peu de concentration. Ainsi, toute émotion à valence positive menant à des actions pouvant contribuer à préserver ou à renforcer l'intérêt personnel mis en cause dans une situation donnée pourra justifier rationnellement de telles actions. En parallèle, toute émotion à valence négative menant à des actions pouvant contribuer à atténuer ou à éliminer une menace à l'intérêt personnel, toujours dans une situation donnée, pourra aussi justifier rationnellement de telles actions. Par exemple, quand j'évalue au sens de reconnaître le bien que produit chez moi une rencontre donnée, au point, par exemple, d'en éprouver un frisson d'amour, je confère par le fait même une valence positive à l'émotion amour. Il n'est pas, je confère par le fait même une valence positive à l'émotion amour. Il n'est pas irrationnel, toutefois, de penser que je pourrais lui conférer une valence négative si j'évalue que cette rencontre et l'effet qu'elle produit chez moi risquent encore de me noyer dans la dépendance affective. De la même façon, quand je rencontre un cobra sur mon chemin et que j'évalue qu'il représente pour moi une menace, évaluation à conseiller, soit dit en passant, et que j'évalue qu'il représente pour moi une menace, je confère de ce fait une valence négative à mon émotion peur. Mais il n'est pas irrationnel de penser que je pourrais conférer à mon émotion peur une valence positive si cette même peur devient l'ingrédient clé pour trouver dans ma lutte avec le cobra un thrill euphorisant. On peut faire une même analyse pour d'autres émotions. Il y a des colères, des nostalgies, des regrets, auquel l'individu accordera généralement une valence négative. Mais il n'est pas exclu qu'il puisse leur accorder une valence positive s'il évalue qu'en un sens, la situation en cause sert son intérêt. Donc, on dira qu'une émotion justifie rationnellement une action quand cette dernière a comme effet, premièrement, de préserver ou de renforcer l'intérêt personnel mis en cause dans une émotion à valence positive, ou deuxièmement, quand cette action a pour effet de diminuer ou d'éliminer une menace à l'intérêt personnel mis en cause dans une émotion à valence négative. Il ressort d'une telle analyse une conclusion importante en matière de rationalité des émotions. Une émotion peut justifier rationnellement une décision ou une action sans que cette dernière soit bonne pour l'individu. Dit autrement, en raison d'une émotion X, je peux rationnellement justifier une mauvaise décision. On dit souvent, par exemple, qu'en situation d'émotion intense, colère, peur, joie, l'individu prend fréquemment de mauvaises décisions. C'est exact. Mais cela ne prouve en rien que ces décisions soient irrationnelles, parce que mauvaises, parce que prises sous le coup de l'émotion. Par exemple, si en situation de grande tristesse, je noie ma peine dans l'alcool, ce n'est probablement pas la meilleure décision à prendre. Mais si l'effet de cette décision est de diminuer la valence négative que j'accorde à ma tristesse et que c'est ce que je recherche, alors ma décision se trouve rationnellement justifiée. Et mon action, bien sûr, de prendre de l'alcool. C'est une chose de prendre des mauvaises décisions, c'en est une autre d'en prendre qui soit irrationnelle. En résumé, donc, il est effectivement possible de repérer dans le processus émotionnel des marques de rationalité. Non seulement est-ce possible, mais c'est généralement le cas. En amont du processus,
Ces marques de rationalité reposeront essentiellement d'une part sur le bien fondé et sur la consistance des croyances et des désirs concernés par l'expérience émotionnelle, et d'autre part sur l'équilibre des jugements évaluatifs prévalents dans l'expérience. Et en aval du processus émotionnel, on pourra relever des marques de rationalité là où l'émotion peut effectivement justifier rationnellement une action en vertu d'une justification qui soit premièrement plausible dans une communication réussie et deuxièmement qui établisse une cohérence entre la valence de l'émotion en cause et l'effet des actions qui s'ensuivent sur la sauvegarde de l'intérêt personnel. Bon. Mais à quoi peuvent bien servir de telles réflexions, une telle discussion? Sommes-nous ici dans un pur débat d'initiés, dans une sorte de complaisance intellectuelle ou philosophique qui n'arrive pas à atterrir? Troisième partie, la rationalité des émotions, utilité et pertinence de la discussion. Pardon. Ne sois pas si émotif. Parle calmement et rationnellement, comme Couillard. Tu es trop rationnel. Laisse parler tes émotions, comme Pellado. Elle agit froidement. Elle agit sous le coup de l'émotion, comme l'agent 728. Autant d'expressions que l'on retrouve encore fréquemment dans le langage populaire et qui témoignent d'une ambivalence certaine quant à notre compréhension du rapport raison-émotion. Bien qu'en philosophie, le débat sur le rapport émotion-raison penche nettement aujourd'hui en faveur d'une jonction entre les deux termes, dans le langage populaire, l'invite est encore souvent au parti pris en faveur ou de la raison ou de l'émotion. Un tel langage entretient l'image, mais fausse la matière. En fait, il est temps de rompre avec ce dualisme plutôt suspect. On a dit, par exemple, du général Dallaire qu'il avait craqué sous l'émotion au Rwanda. Et si, dans la rationalité même de ses émotions, il avait plutôt découvert avec horreur la mise au rencard, justement, de toute émotion, pour finaliser l'entreprise génocidaire? Je pense qu'on pourrait faire une analyse assez semblable dans le cas des exactions commises par l'État islamique. Il est d'autant plus temps de rompre avec ce dualisme lorsque celui-ci véhicule encore largement aujourd'hui un préjugé favorable à la raison d'abord. Dans les milieux de travail, par exemple, le gestionnaire efficace est non seulement celui qui tait ses émotions, ou encore qui les subordonne à des comportements rationnels, mais il est aussi celui qui organise le travail pour qu'il en soit de même chez ses employés, ce que Morgan a appelé le « over-rationalized work ». On n'a qu'à penser ici à titre d'exemple quand on a instauré le minutage pour les interventions professionnelles des infirmières. Le présupposé ici est que l'émotion, dans son irrationalité, ne peut contribuer efficacement à l'atteinte des buts de l'entreprise, ce qui a été démenti par plusieurs études. Ashford, Humphrey, Momby, Putnam et autres. En fait, en acceptant l'idée qu'il puisse y avoir de la rationalité dans l'émotion, on pourrait mieux comprendre non seulement bon nombre de comportements quotidiens dits émotifs, tels l'irritabilité facile, l'humour impertinent et nerveux, la jalousie récurrente, etc., mais on pourrait mieux comprendre aussi certains comportements pathologiques ou paroxystiques, du type le crime passionnel, le meurtre par compassion, le suicide, l'exubérance, l'isolement, tous des comportements à fort contenu émotif. On pourrait mieux comprendre ces comportements dits émotifs en regardant avec plus d'insistance quels sont les désirs, quelles sont les croyances, quels sont les jugements évaluatifs mis en cause dans ces comportements émotionnels, quelles sont les options disponibles et en quoi l'intérêt personnel est-il concerné. Cela nous permettrait de facto de mieux identifier où et en quoi de tels comportements émotionnels sont marqués de rationalité ou d'irrationalité. Par ailleurs, dans la mesure où il n'y aurait que le simple quidam à convaincre quant à la rationalité des émotions, on pourrait laisser la réflexion gagner les salons à son rythme. Mais quand ceux-là même qui gagnent leur vie à faire le ménage dans la vie des autres véhiculent ce dualisme pour le moins suspect,
ceux-là auraient avantage à se mettre au clair avec cette question. Non pour le plaisir heuristique qu'ils pourraient en tirer, mais pour l'efficacité même de leurs interventions professionnelles. En effet, encore aujourd'hui, bon nombre d'intervenants, principalement en relation d'aide, mais pas exclusivement en relation d'aide, bon nombre je pense ici, par exemple, à certains psychologues cliniciens, à certains travailleurs sociaux, coachs de vie, thérapeutes de divers ordres,